Derrière une de ces portes, j'ai caché un demi-million d'euros. Derrière les deux autres, que dalle. Donc t'as une chance sur 3 de trouver le pactole, laquelle tu choisis. La 1. Non, attends. Si, la 1. Ok, on va faire durer le suspense, on ouvre la troisième. Maintenant, est-ce que tu décides de garder la même réponse ou est-ce que tu changes d'avis? J'avais une chance sur 3 tout à l'heure, mais si je choisis maintenant, c'est 50-50. Donc je peux garder la même. Mais te connaissant ma tarte, tu tentes de me piéger. Donc je change de porte. Bien joué, c'était le bon choix. Let's go. C'est un dilemme hyper connu, ça paraît facile, mais... Eh, tu ouvres pas la porte? Mais tu les moi. mathématiciens s'embrouillent sur le sujet. L'écrivaine qui a posté le problème pour la première fois a reçu des milliers de lettres qui lui disaient qu'elle se trompait. Les paramètres n'étaient pas assez clairs pour assurer que le résultat soit d'une chance sur 2. Même une fois qu'ils ont bien été précisés, ils ne sont toujours pas d'accord. D'un côté la team 50% et de l'autre celle des 66%. Parce que si on choisit la première porte, vous avez une chance sur 3 d'avoir raison. Donc 2 sur 3 que le jackpot se cache derrière les deux autres. Lorsqu'on révèle que l'une des deux est vide, sa probabilité tombe à 0. Mais il y a toujours 2 chances sur 3 que le pactole soit parmi ces deux portes. Donc derrière la 2, changer d'avis devient alors beaucoup plus important. Du point de vue du présentateur, ça devient plus évident. Sachant qu'il retire forcément une porte perdante, il va changer l'espace de probabilité. En effet, de son point de vue, il peut tomber sur 3 cas. Une perdante plus une gagnante plus une perdante, ou 2 perdantes. Mais puisqu'il enlève une porte qui est forcément perdante, il laissera derrière lui soit une voiture dans le premier cas, ou une voiture dans le second, ou encore une chèvre dans le dernier. Donc si vous changez d'avis, les probabilités de 1/3 de gagner passent à 2/3. Dans la vraie vie, peu de chances que ça marche. Le présentateur sait où se trouve la voiture, il va vous pousser à changer d'avis si vous trouvez du premier coup. Ouais, c'est de la triche, on est d'accord. Et une émission de télé sur TF1 a même joué sur ce principe. Eh, mais tu te fous de moi? C'est des pièces en chocolat. Ouais, bah écoute, la vie est dure et j'ai pas les moyens. Par contre, les maths peuvent vraiment te rapporter une fortune. L'Institut de Clay a sélectionné 7 problèmes. Ils sont tous vieux de plus d'un siècle et personne n'arrive à trouver de réponse. Du coup, pour motiver les gens à s'intéresser aux maths, ils ont promis $1 million à la personne qui parvient à prouver que les théorèmes sont vrais ou faux. Des générations de mathématiciens ont essayé et échoué. À ce niveau-là, c'est même pas la peine de tenter, c'est juste impossible. Eh ben, quelqu'un a déjà réussi. Un vrai génie diplômé des meilleures écoles soviétiques avec une mention excellente. Il obtient même une médaille d'or à 26 ans avec un score parfait. Mais en 95, il plaque tout, quitte l'université de Californie où il travaille et rentre à Saint-Pétersbourg. Pendant 7 ans, plus personne n'entend parler de lui, il disparaît totalement. Du jour au lendemain, bam! En une centaine de pages, il résout un problème qui date de 1904. Forcément, il a fallu vérifier. Rien que pour comprendre ce qu'il a fait, les experts ont mis plus de 6 mois. Pour être sûr que le résultat soit bon, ça leur a demandé 4 ans. Tout ça pour prouver qu'en écrasant et en déformant n'importe quelle forme, on obtient toujours une sphère. Comme si tout était fait en pâte à modeler. Cette assiette par exemple, si on la comprime bien comme il faut. Et voilà, ça fonctionne pour tout. On appelle ça la topologie. La seule règle, c'est que la structure de base ne doit pas avoir de trou. Sinon, il faudrait la briser pour obtenir une sphère. C'est pareil pour un frigo ou un verre parce que même s'il est creux, il est pas troué. On peut donc le déformer comme on veut, mais avec un mug, ça pose un problème. Lance compte comme un trou, impossible de le combler sans détruire la structure. Au final, si on essaye, on obtient ça. Toutes les formes trouées sont en fait des donuts. S'il y en a 2, comme pour une paire de ciseaux, ça donnerait un symbole infini en relief. Plein de domaines y ont recours. En physique quantique par exemple, avec la théorie des cordes. On sait que les particules élémentaires sont sphériques, mais le théorème de Poincaré permet de montrer qu'elles peuvent exister sous d'autres formes sans modifier leurs propriétés. En démontrant que la conjecture de Poincaré est vraie, Per-Elmad a donc validé le résultat de milliers de scientifiques à travers le monde. Pour y parvenir, il a utilisé des outils mathématiques qui existaient déjà, mais d'une façon nouvelle. C'est pour ça que la correction a pris autant de temps. Pour les experts, c'était comme apprendre des nouvelles maths en partant de zéro. Il a bien mérité la médaille Fields et le $1 million. Eh ben non, il a eu aucun des deux. Enfin, on voulait lui donner, mais il a refusé. Il n'est même pas venu à la conférence qui dévoilait son travail au monde entier. Tout ça parce qu'il semble être en désaccord avec le IMU. Comme il a utilisé le travail d'autres chercheurs pour y réussir, il estime que eux aussi méritent d'être récompensés. Un mec bien. Aujourd'hui, il est retourné vivre avec sa mère, dans l'anonymat et loin des maths. Il refuse de parler aux médias parce qu'il est trop occupé à cueillir des champignons. Pourtant, certains pensent qu'il travaille en secret sur un autre des 7 problèmes pour l'accrocher à son tableau de chasse. Et il y a de quoi faire, car plusieurs sur la liste pourraient bien changer les choses. P égale NP peut détruire le monde. Avec votre calculatrice, vous pouvez avoir les réponses à vos examens instantanément. Facile, il y a un algorithme dedans qui fait le travail pour vous. Et heureusement, parce que pour une multiplication ça va, mais ça peut vite devenir compliqué. Faire des puissances ou des logarithmes de tête, c'est pas à la portée de tout le monde. Un problème auquel on peut obtenir une réponse rapidement est un problème polynomial. Genre chercher une musique sur internet, on tape le nom et paf, on la trouve instantanément. Ou trouver un itinéraire. En fait,
toutes les réponses qu'on obtient grâce à l'informatique sont dans cette catégorie. Mais ce n'est pas la même chose quand ça devient plus complexe. Si on vous donne un sudoku, vous allez prendre quelques heures pour en venir à bout. Par contre, si on demande à quelqu'un de vérifier votre réponse, ça lui prendra à peine 2 minutes. Ça, c'est les problèmes NP. Les algorithmes basiques sont incapables de trouver une réponse. Plus le problème de départ est gros, et plus le temps nécessaire augmente de façon exponentielle. L'exemple le plus connu est celui du vendeur. Vous devez vous rendre dans 5 villes, le but est de trouver le chemin le plus court sans jamais passer 2 fois au même endroit pour terminer à votre point de départ. Plutôt facile, on relie tous les points ensemble et on mesure. On recommence jusqu'à trouver le plus petit parcours. Mais la force brute, ça fonctionne pas très longtemps. Si on augmente le nombre de villes, ça dégénère. À partir de 10 destinations, il y a 300 000 chemins différents à tester. Avec 15, c'est plus de 87 milliards. Le plus grand parcours qu'on ait résolu contient 85 900 villes. 256 processeurs ont effectué les calculs simultanément en se séparant la tâche. Avec un seul, ça aurait pris 136 ans. Plus la technologie avance et plus les algorithmes sont puissants. Certains problèmes insolubles sont donc devenus simples à résoudre, ils sont passés de NP à P. C'est pour ça que les mathématiciens se demandent à juste titre si avec le temps l'informatique finira par nous apporter les réponses à tous les problèmes scientifiques que l'on connaît. Deux chercheurs ont étudié ça et ont mis en évidence une liste de problèmes tout aussi durs à résoudre les uns que les autres. Dedans on trouve même les jeux comme la bataille navale ou le King Domino. Un ordinateur peut trouver les réponses, mais plus on augmente le nombre de cases du champ de bataille, plus il galère. Comme dans l'exemple du vendeur, il forme les NP complets. Si on arrive à résoudre un seul de ces problèmes pour un nombre infini de cases ou de villes, alors on sera en capacité de résoudre tous les autres. Si c'est le cas, ça veut dire que les problèmes NP peuvent tous devenir des P. Les sciences informatiques pourraient donc avoir la réponse à toutes nos questions. Les IA gagneraient en indépendance, les logiciels optimiseraient en temps réel et à travers le monde le transfert d'organes entre les hôpitaux. Toutes les sciences feraient un bond incroyable car elles obtiendraient la solution à toutes leurs questions. Le monde parfait. Ben, pas vraiment. Si l'informatique a réponse à tout, il peut aussi trouver votre code bancaire, ou même les accès d'un code nucléaire d'un pays. Les méthodes de cybersécurité actuelles ne seraient plus efficaces et ce serait le chaos. Autant laisser les choses comme ça alors. P différent de NP et on n'en parle plus. Là aussi ça bloque, ça voudrait dire que certains problèmes mathématiques ou scientifiques sont impossibles à résoudre, que certaines branches des sciences sont en fait dans un cul-de-sac et qu'on continue à s'acharner sans s'en rendre compte. C'est bien pour ça que le problème P versus NP fait partie des prix du millénaire. Y répondre aura de grandes conséquences sur notre avenir. Du coup, que faire? Continuer à chercher au risque de mener l'humanité à sa perte, ou bien s'arrêter là et accepter de rester dans l'ignorance? Qui a dit que les maths et la philo n'avaient rien en commun? Navière et Stokes pour contrôler les éléments. Tu es tranquille en train de rentrer de tes vacances dans les Caraïbes quand soudain une énorme turbulence frappe l'avion. Le plus souvent elle est due à une perturbation d'air imprévue. On peut aussi les observer dans l'eau, les torrents par exemple, ou même dans les sillages d'un bateau. Le problème avec ces secousses, c'est qu'on peut pas prévoir leur mouvement. Et les scientifiques n'aiment pas trop ce qu'ils ne comprennent pas. C'est pour ça qu'ils se servent d'une équation qui date de 1822. Elle aussi fait partie des problèmes de Clay, donc on ne sait même pas si elle est correcte. Pourtant les ingénieurs du monde entier s'en servent tous les jours. Dans l'aéronautique, la conception d'automobiles, de navettes et de bateaux, mais aussi dans la météorologie et l'océanographie. En fait, dès qu'un domaine étudie les déplacements d'un fluide. Sans elle, pas de prévision météo et on n'aurait jamais pu avoir des avions aussi performants. Sauf qu'on doit démontrer à chaque fois que ça fonctionne bien dans le cas où on veut l'utiliser. Et à cause des turbulences, c'est juste une approximation. Alors que si on arrive à confirmer l'équation, on pourrait s'en servir dans tous les cas de figure. Elle permettrait même de prédire les mouvements d'eau ou d'air qui nous entourent. On pourrait construire des bateaux, des éoliennes, des parachutes ou même des voitures beaucoup plus efficaces. Mais pour le moment, on bloque à cause de deux petites équations. La première ressemble à ça. Elle explique que dans des conditions normales, un fluide ne peut pas être comprimé. Pour les liquides, c'est tout le temps le cas. Si vous essayez de remplir une bonbonne de 20 litres avec de l'eau, même en utilisant une pompe, bah vous dépasserez pas les 20 litres. Avec un gaz, par contre, on peut tasser. En forçant, on peut faire tenir un volume de 4 mètres cubes de gaz dans la bonbonne. Pourtant, quand on marche, l'air que l'on déplace ne subit pas cette pression. Il bouge librement sans être comprimé et donc se comporte comme un liquide. L'équation est juste une approximation, mais elle aide beaucoup pour simplifier les calculs. La deuxième est un poil plus compliquée. Lorsque vous faites une bombe dans votre piscine, l'eau va continuer à bouger toute seule pendant un petit moment, parce qu'en atterrissant, vous lui avez transmis de l'énergie. Et ben l'équation calcule la valeur de cette énergie et comment elle se comporte pour prédire le déplacement du liquide. C'est juste une version boostée aux hormones de la deuxième loi Newton. La masse d'un ballon multipliée par son accélération est égale à la force qu'on se prend dans la tronche. Bon, par contre, un peu dur de peser tout un océan ou de toute l'atmosphère, donc on remplace ça par la masse volumique. Pour l'accélération, c'est presque le même calcul qu'au collège, pour une vitesse, la distance divisée par le temps. Ça, c'est le problème, c'est les turbulences. Comme ça bouge dans tous les sens, la valeur change tout le temps. C'est ce qui rend le problème insoluble pour le moment. Pourtant, en 2014, un Kazakh a publié une étude de 100 pages pour parvenir à la résolution de l'équation. Quelques mois plus tard, l'un des mathématiciens les plus réputés au monde, Terence Tao, a réfuté toute son étude point par point pour montrer que ça ne collait pas. Ouais, en maths comme à la guerre, tous les coups sont permis. La conjecture de Syracuse pour les amateurs.
Vous l'aurez compris, les énigmes à 1 million, ça déconne pas du tout. Mais est-ce que 120 millions de yens vous suffirait? C'est ce que propose une société à quiconque résout une énigme toute simple. Prenez n'importe quel chiffre positif, s'il est impair, multipliez-le par 3 puis ajoutez 1, s'il est pair, divisez-le par 2. Pourquoi? Aucune raison. Vous ne pouvez pas résoudre les mystères de l'univers avec ça, mais il faut bien que les mathématiciens s'amusent aussi de temps en temps. Prenez l'exemple avec 5, on le multiplie par 3 et on ajoute 1, ça fait 16. Qui est pair, on va le diviser par 2, ça donne 8, donc on divise encore par 2, ça donne 4, puis 2, puis 1. Bon, nouveau chiffre impair, donc on multiplie par 3 et on additionne 1. Vous commencez à le voir venir, ça va former une boucle, et ça marche avec n'importe quel nombre entier supérieur à 0. On finit toujours par 4, 2, 1. Si vous en trouvez un seul qui se termine par d'autres nombres ou qui ne forme jamais de boucle, le prix est à vous. Jusque là, personne n'a réussi, mais tous ont apporté une piste à explorer pour essayer de trouver la solution. Le problème lui a valu plein de noms différents. Les chercheurs s'intéressent à 3 paramètres, le nombre d'étapes nécessaires pour que la valeur soit plus petite que le chiffre de départ, l'altitude maximale à laquelle monte la valeur et le nombre d'étapes pour atteindre 1. Pour le moment, le record est de 2426 étapes en partant d'un chiffre astronomique. Donc si vous voulez participer, il va falloir vous remonter les manches parce que vous n'êtes pas les premiers arrivés. Tous les nombres ont été testés jusqu'à 295 trillions. Plein d'autres méthodes ont été testées, comme commencer à partir de 1 et remonter en arborescence. Spoiler, ça sert à rien, mais ça fait de super dessins. Du coup, on a aussi regardé du côté des chiffres négatifs, et la surprise, on obtient 3 boucles différentes. Pareil, si on change un peu les règles et on multiplie par 5, la suite de chiffres se termine par autre chose que 4, 2, 1. Si on prend 7 comme chiffre de départ, la valeur grimpe même jusqu'à l'infini. En même temps, c'est logique, la moitié des chiffres qu'on connaît sont impairs, donc ils vont être multipliés par 5 avant qu'on ajoute 1. L'autre moitié est paire et sera divisée par 2. En moyenne, ça revient à multiplier par 1,12, donc la courbe monte. Alors qu'avec 3x plus 1, c'est comme multiplier par 0,86. Normal que toutes les suites finissent à 1. Mais ceci n'est pas suffisant comme preuve. Pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est que la boucle 4, 2, 1 est la seule pouvant exister qui contient moins de 180 milliards de nombres. Terence Tao a aussi mis son nez dans le problème. Encore lui? Je te le fais pas dire. En même temps, il est considéré comme l'homme le plus intelligent sur Terre actuellement. Il a travaillé sur les 7 problèmes millénaires et a permis de grandes avancées sur le sujet. Il a conclu que presque toutes les suites de Collatz atteignent des valeurs presque limitées. Pour nous, ça paraît pas grand chose, mais pour l'affirmer, il a dû faire des démonstrations très poussées. Je vous aurais bien expliqué comment il a fait, mais c'est des maths de très haut niveau. Pourtant, je suis tombé sur ça. Quelqu'un dit qu'il n'est pas compétent dans ce domaine et qu'il dit nimp. D'ailleurs, il affirme même avoir réussi à résoudre la conjecture. J'en ai entendu parler, mais bon, pas sûr que ça ait de la valeur et sa publi répond pas à la question. Ses raisonnements ne sont pas démontrés, les termes sont vagues et laissent planer le doute. En plus, même s'il apporte une vision nouvelle au travail d'un autre mathématicien, il ne le cite jamais et affirme que c'est son travail. Vous le connaissez peut-être car il a fait souvent polémique sur la plateforme X pour ses prises de position. Il a refusé de la faire revoir par ses pairs avant la sortie et demande maintenant à ce qu'on lui prouve qu'il a tort. Sauf que quand les gens essayent, bah ça passe pas très bien. Pour lui c'est simple, on refuse d'admettre qu'il a raison et tous ceux qui réfutent sa théorie sont juste corrompus. Le pire là-dedans, c'est qu'il n'est même pas mathématicien. Il est soi-disant détenteur de 3 doctorats, dont un qui n'est même pas reconnu par l'État et un en littérature comparée. Le seul doctorat à son actif est en sciences de gestion. On est vachement loin des maths et on n'est même pas sûr qu'il le garde. En 2022, une procédure a été ouverte car un chapitre entier de sa thèse était un copier-coller d'un document sur internet. Son doctorat est annulé et l'université charge l'école polytechnique où il l'a obtenu d'appliquer la sanction. Sauf qu'ils n'ont pas le droit de le faire, donc pour le moment, ils le gardent. Vous vous en doutez, les autres problèmes sont tout aussi difficiles, mais c'est loin d'être les seuls. Il en existe des centaines sur lesquels on continue d'avoir seulement quelques pistes. Donc si ça vous plairait d'en apprendre un peu plus sur eux, n'hésitez pas à nous le dire. Pour en résoudre un seul, il faudrait trouver de nouveaux outils mathématiques ou une nouvelle façon de concevoir le domaine. Ça pourrait débloquer toutes les autres sciences en apportant de nouvelles pistes de réponse. Révolutionner les inventions qui verront le jour dans le futur, mais aussi changer la perception de notre monde. L'une d'elles pourrait même nous amener à